Bonsoir Thierry qui est déjà à l'écran, bonsoir Christophe notre conférencier, et bonsoir Michel qui gérera les questions ce soir. Petit préambule rapide. Pour la première fois, nous nous sommes associés avec l'Association française des biotechnologies végétales, euh, grande association scientifique qui partage absolument nos objectifs. Et ceci pour traiter ce problème difficile des OGM et particulièrement les OGM à la lumière de l'histoire des plantes cultivées. Vous allez voir, c'est passionnant. Christophe Robaglia, il est là. Il est professeur à l'Université d'Aix-en-Marseille, membre de l'Académie d'agriculture de France. Il a été expert de l'EFSA et de l'ANSES. Vous voyez, je vous laisse lire. Il a fait beaucoup de choses. Et il est un expert particulièrement compétent sur ce champ-là. Je vais passer pendant quelques minutes la parole à Thierry Langin, qui est le président de l'Association des biotechnologies végétales, pour qu'il vous présente son association. À toi, Thierry. Merci Jacques de nous permettre de présenter la FBV. Donc c'est une association loi de 1901, je pense la FIS, Tout qui a à été fait. créée en 2009 par des personnes qui étaient convaincues de l'intérêt des biotechnologies végétales, pardon, et de leur utilisation pour le développement d'une agriculture durable. Donc c'est une association qui est dotée d'un conseil scientifique composé de 12 experts, hein, qui sont issus du monde de la recherche, public et privé. Et ce qui est demandé à ce conseil scientifique, c'est de valider ou de proposer des informations scientifiques qui seront diffusées par l'association. Et surtout, c'est d'établir le programme ou les programmes des événements scientifiques que la FBV organise au cours de l'année, des colloques, des webinaires et des publications. J'y reviendrai. L'association, alors, comme la FIS, est animée par des bénévoles. Elle est financée par des dons, des cotisations et des abonnements à sa revue Biotechnologie Végétale Info. Elle ne reçoit pas de subvention et elle ne représente aucun intérêt, qu'il soit privé ou commercial. Et sur la diapositive suivante, voilà, la FBV, c'est doté d'une triple mission, voilà, qui est de l'expertise, de l'information et de la médiation scientifique. Alors, voilà, sur un thème qui sont les biotechnologies végétales. Et pour cela, elle a des publications régulières. Elle en a principalement deux. Alors, une lettre d'information qui est destinée à ses adhérents. Et puis, son journal, hein, dont j'ai déjà parlé, Biotechnologie végétale info, pour lequel il y a 2 à 3 numéros par an. Elle organise des événements scientifiques. Elle a un colloque annuel, donc, qui revient tous les ans, qui est à l'automne, en général au mois d'octobre. Et le prochain est le 17 octobre et le thème, c'est l'intelligence artificielle et les biotechnologies et agriculture. Et puis, un peu moins régulièrement, elle organise des colloques régionaux. L'idée, là, c'est essayer de toucher un public un peu différent, en particulier les jeunes, donc soit des étudiants, des élèves d'école d'ingénieurs ou autres. Elle a, bon, je l'ai déjà dit, des animations scientifiques, hein. Comme la FIS, elle organise des webinaires. Nous, on en a 2 à 3 par an et on est très heureux de nous associer à ce webinaire et on remercie la FIS de nous avoir invités à nous associer à ce webinaire, hein. Comme Jacques l'a dit, on partage alors les objectifs mais aussi les valeurs de la FIS. On Absolument. participe à des formations universitaires et on essaie, voilà, de contribuer au débat sciences-société. Alors, sur le thème des biotechnologies végétales, hein, qui est souvent un thème voilà, qui est porteur de ces débats entre le monde de la science et la société, mais pas que. Et puis aussi, on a une activité, voilà, d'information et de conseil auprès de décideurs politiques ou industriels. Et on a été particulièrement actif depuis maintenant presque 2 ans, hein, puisque comme vous le savez peut-être, mais Christophe en parlera dans sa présentation, il y a la proposition au niveau de la communauté européenne d'un nouveau règlement, hein, sur l'utilisation voilà, des outils, alors qu'on regroupe sous le terme générique d'édition des génomes, génome editing, et je laisserai Christophe détailler ce que sont ces outils, l'utilisation qu'on peut en faire. Voilà, il y a un projet de règlement qui devrait, il aboutit et qu'il est adopté, devrait permettre d'utiliser un peu plus librement
voilà, les plantes ou les lignées qui sont issues de l'utilisation de ces outils. Et puis la FBV, elle ne fait pas tout ça tout seul. Elle a un réseau de partenaires, d'autres associations au niveau européen avec lesquelles on interagit, on échange et on essaie finalement de porter un peu notre message au niveau de la communauté européenne en particulier, mais pas que, ensemble. Et puis voilà, il y a un site web sur lequel voilà, vous pouvez retrouver tout ce que je viens de dire avec encore plus de détails et puis un certain nombre de documents. Merci beaucoup Thierry, merci infiniment de cette présentation. Dans ce webinaire, nous allons parler des éditions du génome à la lumière de l'histoire des plantes cultivées. Et en propos liminaire, je voudrais dire que les opinions que je vais exprimer n'engagent que moi et pas les institutions auxquelles je suis affilié et pour lesquelles j'agis comme expert. Donc, les plantes cultivées ont une longue histoire de coévolution avec les humains, puisque la première évidence de domestication a eu lieu enfin, la seule trace qu'on en ait et dans le croissant fertile, c'est-à-dire la zone qui se trouve à peu près dans la Syrie actuelle, aux alentours de 10 000 ans. Mais toutes les plantes que nous consommons, à partir de cette période, ont été domestiquées par les humains. Donc c'est la période du néolithique, de façon à peu près simultanée, à quelques milliers d'années près, dans de très nombreuses régions du monde qui sont indiquées là. Donc le centre de diversification de la zone méditerranéenne, la zone de l'Amérique du Nord, centrale et du Sud, l'Afrique et une zone très importante en Asie, Océanie. Et donc vous voyez, toutes les plantes que nous consommons, les à peu près 250 plantes qui ont été domestiquées par les humains, proviennent toutes de cette même période, de cette région-là, de ces régions où elles ont été domestiquées. Et donc cette domestication des plantes a eu un impact très profond, non seulement sur les plantes, mais aussi sur l'humanité, puisque c'est la domestication des plantes qui a conduit à la sédentarisation des humains, à peu près vers 8000, il y a moins 8000 ans, à de nombreux, enfin au moins deux grands bonds démographiques, le bond démographique du néolithique, et puis le bond démographique du XXe siècle, qu'on a appelé la Révolution verte, qui est lié à l'apparition de nouvelles variétés, de variétés modernes à très haut rendement. Et en fait, toute la vie de nos sociétés humaines, y compris l'urbanisation croissante, est entièrement dépendante de l'agriculture et des plantes domestiquées, puisque c'est la séparation du travail entre les agriculteurs et ceux qui font toute autre chose qui permet aux humains de vivre dans des villes maintenant. Les plantes, donc, pour revenir aux plantes, les plantes ont été très profondément modifiées par la domestication. Leur morphologie a été changée, leur développement a été changé, leur métabolisme a été changé. Ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est des exemples qui vous montrent sur la gauche. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais le théosinte, qui est l'ancêtre du maïs, c'est une petite plante buissonnante avec des épis qui contiennent à peu près 10 grains, qui sont extrêmement dans des tecs extrêmement durs. Et ce théosinte a été transformé par la domestication des plantes dans le maïs cultivé, doux, consommable que l'on connaît maintenant. Les tournesols sauvages qui ressemblent à des marguerites ont été transformés par la domestication dans cette espèce de plante monstrueuse que l'on connaît bien, avec une seule fleur terminale. La taille des organes a été très profondément modifiée. Les organes consommés ont augmenté de taille, mais aussi la domestication des plantes a contribué à rendre des plantes qui n'étaient pas comestibles, comestibles. Par exemple, par la perte de molécules antinutritives, par exemple les cucurbitacées, toutes les courges, les melons, tout ça, sont consommables parce que au cours de la domestication, des modifications génétiques ont conduit à la perte des molécules qu'on appelle les cucurbitacines, qui sont assez toxiques. Et un des caractères les plus remarquables de la domestication, c'est produit chez les céréales, c'est le fait que les graines restent attachées sur les épis. C'est-à-dire que chez les plantes sauvages, les graines se dispersent à maturité, ce qui n'est pas du tout intéressant pour les agriculteurs. Et la domestication a conduit à la sélection de plantes dans plusieurs endroits du monde séparés, hein. Ça s'est produit chez le riz,
en Asie et chez le blé et l'orge dans le croissant fertile, des plantes où les graines restent attachées sur les épis. Et la domestication des plantes a eu un impact tellement grand que sur la biologie des plantes que ça a même conduit à l'apparition de nouvelles espèces. Et donc, ces modifications très profondes de la biologie des plantes sont directement liées à des instabilités intrinsèques de l'ADN qui causent la diversité du vivant et donc qui permettent l'évolution. C'est-à-dire qu'à partir de la diversité des plantes sauvages, les humains du néolithique ont patiemment sélectionné certains traits, parfois inconsciemment aussi, certains traits qui petit à petit ont fini par conférer aux plantes leur caractère de plantes domestiquées. Donc ce qu'on va voir dans la suite de l'exposé, c'est quelques exemples de ces instabilités intrinsèques de l'ADN qui remettent un petit peu en cause la vision, disons, commune de l'ADN, qui est un peu aussi la faute des scientifiques qui ont très tôt, au moment de la découverte de l'ADN, dit que c'était la molécule qui contenait le secret de la vie. Donc on parle de l'ADN d'une société, de l'ADN d'un parti politique. L'ADN est associé à quelque chose de stable, d'immuable, etc. Et c'est absolument pas, c'est ce qu'on va essayer de voir ici, c'est absolument pas la vision des biologistes modernes, puisque en fait l'ADN est une molécule intrinsèquement instable. Et donc on va voir un peu quelques exemples de ces instabilités et le rôle qu'elles ont pu avoir au cours de la domestication des plantes. Donc on ne parlera pas de tout, parce qu'on pourrait y passer des heures et des heures, mais on va parler des mutations, de l'ADN mobile, des transferts d'ADN et finalement des multiplications du génome. Donc la première chose, c'est les mutations. Alors les mutations, on se dit, mais est-ce que les mutations sont fréquentes dans la vie courante de la biologie? Alors les mutations ne sont pas vraiment fréquentes si on les considère à l'échelle d'un seul individu, puisque le taux de mutation chez les plantes et les animaux est à peu près le même. C'est une mutation pour 140 millions de paires de bases de l'ADN copiées, sachant que les génomes des plantes ou des animaux peuvent faire couramment plusieurs centaines de millions, voire des milliards de paires de bases. Mais dès qu'on réfléchit un petit peu à l'échelle d'une population, on se rend compte que dans un hectare de blé, si on considère que dans un hectare, il y a environ 2 millions de plantes de blé, chaque plant contient une cinquantaine de grains, il y a 120 mutations entre un grain et sa plante mère. Donc un calcul de coin de table arrive très vite à la conclusion que dans un champ de blé, il y a 240 millions de mutations. C'est-à-dire que tous les gènes du blé portent au moins une mutation. C'est un ordre de grandeur, mais c'est à peu près la réalité. Et si on essaie de regarder ce qui se passe à l'échelle de tout le blé cultivé en France, c'est-à-dire à peu près 4,6 millions d'hectares, eh bien, on arrive à plus de 1000 milliards de mutations. C'est-à-dire que chaque nucléotide, chaque base du génome du blé est mutagénisée à peu près plus de 60 000 fois dans l'ensemble des blés qui sont cultivés en France. Donc ça nous montre que même si on n'a pas l'impression que les mutations sont très fréquentes à l'échelle des individus, nous ressemblons à nos parents, nous transmettons nos gènes à peu près tels quels à nos enfants, enfin une partie du moins, mais dès qu'on regarde à l'échelle des populations, les mutations deviennent des événements extrêmement fréquents. Et au cours de la domestication des plantes, et plutôt de ces avatars les plus récents, c'est-à-dire au cours du 19e et du 20e siècle, on a découvert la possibilité d'augmenter le taux de mutation en utilisant des mutations chimiques ou physiques. Et donc on peut augmenter le taux de mutation d'un facteur environ 10 ou 100. Et donc ces nouveaux caractères qui sont liés à ce qu'on appelle la mutagénèse induite ont conduit actuellement à ce qu'il y ait plus de 3200 variétés qui sont cultivées dans le catalogue de la FAO, Food and Agriculture Organization, et y compris des plantes que vous pouvez côtoyer très fréquemment. Par exemple, les cerisiers autofertiles, ce sont des plantes qui sont issues de mutagénèse, qui datent de 1985. Le tournesol à fort acide oléique, qui date de 1976 et encore plus fréquent sur les étals des primeurs, on trouve des pamplemousses en pépins qui sont issus de mutagénèse et qui datent de 1984.
Donc le deuxième type d'instabilité génétique dont je voulais vous parler, c'est l'ADN mobile. Alors l'ADN mobile, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, qui vient des travaux d'une scientifique qui s'appelle Barbara McClintock. Barbara McClintock, c'est la seule biologiste des plantes, enfin hommes et femmes confondus, qui ait jamais obtenu le prix Nobel de médecine, pour vous situer un peu l'importance de ses travaux. En fait, Barbara McClintock a eu l'idée d'étudier ce que vous voyez là, c'est-à-dire les modifications aléatoires de la couleur des grains de maïs. Et elle a découvert par la puissance de la génétique, elle a découvert que dans l'ADN du maïs, mais on l'a étendu par la suite à tous les êtres vivants, il existait des morceaux d'ADN qui se déplacent spontanément. C'est ce qu'on appelle l'ADN mobile. Il y a bien de très nombreuses classes de cet ADN mobile, mais en gros, l'ADN mobile réalise ce qu'on peut appeler un copier-coller génétique. C'est-à-dire qu'on a un bout d'ADN mobile, un ADN, un fragment d'ADN potentiellement mobile quelque part dans les chromosomes d'un organisme. Et ce morceau d'ADN, il peut se dupliquer, se tripliquer, et à la fin, on va voir, il peut finir par envahir complètement le génome dans certains organismes. Chez les humains, par exemple, il y a des ADN mobiles qui sont actifs. Il y a un ADN mobile actif chez les humains qui est la cause d'une nouvelle insertion aléatoire dans le génome pour à peu près 30 naissances, hein, en ordre de grandeur. L'ADN mobile a eu une importance très grande au cours de la domestication des plantes, puisque c'est les mouvements de l'ADN mobile qui ont conduit à l'apparition des cépages de raisin blanc, hein, puisque l'état ancestral du raisin, c'est d'être la baie est rouge, parce qu'elle synthétise des colorants qu'on appelle les anthocyanes, qui sont des pigments très fréquents dans le monde végétal. Et c'est l'insertion d'un ADN mobile, qu'on appelle un rétroélément, qui a annulé l'expression des gènes qui codent pour ces anthocyanes dans le grain le fruit, et donc qui ont conduit à l'apparition des raisins blancs. Le même phénomène, mais en fait inversé, s'est produit dans le cas de l'apparition des agrumes, des oranges sanguines, puisque dans ce cas-là, l'état ancestral, c'est les oranges sont oranges, et des insertions d'ADN mobile qui se sont produites plusieurs fois d'ailleurs au cours de la domestication des agrumes, eh bien, ont conduit à la réactivation des gènes d'anthocyanes dans le fruit, et les cultivateurs qui ont observé ça ont trouvé ça intéressant, les ont retenus, et c'est de là que viennent nos variétés d'oranges sanguines. Et enfin, c'est toujours très souvent une histoire de couleur, puisque les pommes rouges, j'ai appris ça récemment, que les pommes rouges, en fait, l'état ancestral, c'est les pommes sont vertes, et la couleur rouge des pommes est liée, de certaines variétés de pommes, est liée à une insertion d'ADN mobile qui active les gènes d'anthocyanes dans le fruit, un peu de la même façon que pour les agrumes. Et l'ADN mobile, au cours de la domestication des plantes, a eu aussi un impact très très grand sur la morphologie, puisque je vous ai parlé de la transformation du théosinte en maïs, et une grande partie de la transformation de cette plante sauvage en plante domestique est liée à l'insertion d'un élément génétique mobile en amont d'un gène particulier qui s'appelle le gène TB1. Et c'est le changement de modification d'expression spatio-temporelle du gène TB1 causé par l'insertion de cet ADN mobile qui a conduit en partie au changement morphologique qui a conduit au théosinte à devenir le maïs cultivé. Le maïs tel quel, tel qu'on le connaît, il n'existe pas à l'état sauvage. C'est une plante qui a été complètement, en quelque sorte, créée par les humains au cours de la domestication. Alors, l'ADN mobile, en fait, a un énorme potentiel invasif, puisque chez certaines plantes, comme le maïs, par exemple, le génome est composé de 80% d'ADN mobile, de différentes catégories d'ADN mobile, que vous pouvez voir sur cette diapositive. Vous voyez, sur un fragment de quelques centaines de milliers de nucléotides du génome du maïs, on a un pauvre petit gène, qui est le gène de l'alcool deshydrogénase, qui se trouve là, et le reste du génome, c'est un océan d'ADN mobile. Et en fait, cet ADN mobile peut envahir les génomes et conduire à des immenses régions d'ADN que l'on peut considérer non fonctionnelles du point de vue de la sélection naturelle. C'est-à-dire que
elle n'existe dans le génome que parce que c'est la dérive génétique qui s'applique plus particulièrement aux grands organismes avec des faibles populations, comme les humains, comme les plantes, etc., qui fait que en fait, les génomes ont une tendance à être envahis par l'ADN mobile, c'est-à-dire que c'est comme un tonneau qui se remplit plus vite qu'il ne se vide. D'accord? La sélection naturelle tend à vider, à éliminer tous ces ADN non fonctionnels, mais la dérive génétique va plus vite et continue à accumuler de l'ADN mobile. Ce qui fait que, en fait, quand on compare, on essaie d'établir des cartes de fonctionnalité du génome, c'est-à-dire la fonctionnalité, par exemple des nucléotides qui sont conservés à travers l'évolution chez tous les mammifères ou chez tous les primates ou chez tous les riz, qu'ils soient cultivés ou pas cultivés. Et on peut aboutir à cette conclusion qui est assez surprenante, qui est que environ moins, bon, le chiffre, il faut le prendre comme il est, mais moins de 15% du génome humain est fonctionnel, c'est-à-dire fonctionnel au sens de soumis à la sélection naturelle, ce qui est la définition de fonctionnel en biologie. Alors cette discussion autour de l'impact de l'ADN mobile dans la structure des génomes est un sujet de discussion et de débat important. Et pour ceux qui s'y intéressent, je recommande fortement la lecture de cet article qui démontre par la génétique des populations que, effectivement, dans le cas du génome humain, il n'est pas possible que le génome humain soit fonctionnel à plus de 20%. Et donc, on sort un peu de notre sujet, mais ce débat autour de l'ADN mobile alimente une querelle qui n'est pas tellement présente chez nous, mais plutôt aux États-Unis. C'est la querelle entre les évolutionnistes qui défendent la théorie de l'évolution et les créationnistes, c'est-à-dire qui voudraient que, en fait, toutes les formes du vivant aient été créées par un être supérieur. Et ils ont beaucoup de mal à accepter qu'un être supérieur puisse concevoir un truc qui soit aussi mal optimisé, puisque 80% de quelque chose dont on pense qu'il est à la base de l'existence du monde vivant, l'ADN, hein, puisse être à 80% inutile dans le cas de certains organismes. Ce qu'il faut dire, chez nous, on était déjà, en France du moins, déjà prêt à cette idée, puisque dès 1980, François Jacob, qui a obtenu le prix Nobel avec Jacques Monod, parlait déjà du bricolage de l'évolution, c'est-à-dire qui montrait que l'évolution, c'est absolument pas quelque chose d'optimisé. C'est quelque chose qui marche tant bien que mal et qui favorise la survie des survivants, en quelque sorte. Alors, les derniers développements autour de la notion d'ADN mobile, c'est des travaux d'un groupe du CNRS, un collègue du CNRS qui est à Perpignan, qui s'appelle Olivier Panot, qui s'est intéressé à savoir si finalement, en comparant les génomes de différentes espèces, si on ne pouvait pas trouver dans les génomes de certaines espèces des morceaux d'ADN qui soient plus proches de l'ADN d'espèces éloignées que de l'ADN d'espèces proches. D'accord. Donc, d'où l'idée que ces morceaux d'ADN sont là par un transfert génétique récent et pas par la généalogie, en quelque sorte. Et donc, ce travail l'a amené à réaliser qu'il peut détecter jusqu'à 30 types de morceaux d'ADN qui témoignent de transferts horizontaux d'ADN pour 40 génomes analysés. Et la plupart de ces morceaux d'ADN qui se baladent en quelque sorte entre les génomes, hein, pour simplifier un peu le propos, en fait, ils sont associés ou ce sont des molécules qui sont typiques de l'ADN mobile. Et les mécanismes qui permettent à des morceaux d'ADN de se déplacer comme ça d'un génome à l'autre, en tout cas pour cela, sont encore largement inconnus. Alors maintenant, un autre type modification génétique dont je voulais vous parler, c'est celui des croisements entre espèces. Chez les plantes, les croisements entre espèces sont assez fréquents et même, oui, on en voit beaucoup. Les croisements entre espèces, c'est ce qui nous est arrivé, nous, l'espèce humaine, lorsqu'il y a environ 40 à 50 000 ans, une branche de notre espèce s'est croisée avec une autre espèce, qui sont les Néandertaliens, qui fait que chacun de nous, enfin au moins sorti d'Afrique, contient à peu près entre 2 et 4% d'ADN néandertalien. Mais chez les plantes, les croisements entre espèces sont extrêmement fréquents. Par exemple, 5 à 10% du génome de la tomate cultivée, c'est-à-dire ce qui correspond à peu près à 3000 gènes, provient d'autres espèces de lycopersicons sauvages.
qui ont été introduits soit par les généticiens, par les croisements naturels, hein, soit spontanément dans la nature. Alors, les croisements entre espèces ont aussi des conséquences parfois très importantes du point de vue de la structure du génome, parce que lorsque deux espèces se croisent, par exemple, on prend une espèce A, une espèce B, si les gamètes peuvent fusionner, ça peut donner un embryon éventuellement qui va être viable, mais si les chromosomes sont trop éloignés, au moment de la méiose c'est le moment où les chromosomes se rejoignent pour échanger des morceaux, eh bien, ces échanges ne sont pas possibles parce que les chromosomes sont trop éloignés. D'accord. Mais dans ce cas-là, il y a un mécanisme qui permet de restaurer la fertilité qui s'appelle le doublement chromosomique, qui peut arriver de façon spontanée. Et dans ce cas-là, on passe d'un hybride qui a un chromosome qui vient de l'espèce A et un chromosome qui vient de l'espèce B, à un hybride doublé, donc il va avoir donc, de structure chromosomique AA bébé, et là, du coup, chaque chromosome sera content, puisqu'il trouvera un copain pour faire un crossing over. Et donc, on a une restauration de la fertilité. Et ce phénomène de création de nouvelles espèces, suite à des hybridations interspécifiques, a été très fréquent au cours de l'exemple, un des exemples qui est le plus fameux, il y en a bien d'autres, c'est celui du blé. Le blé a subi deux événements de duplication du génome au cours de son évolution, puis de sa domestication, puisque le blé, en fait, le blé dur est la première espèce qui a été domestiquée. Elle provient elle-même d'un croisement entre deux blés ancestraux qui étaient stériles et donc qui ont réussi à redevenir fertiles sous le nom de Triticum turgidum, qui est le premier, le blé dur, le premier qui a été domestiqué. Et le deuxième événement de doublement chromosomique, c'est un croisement entre ce blé dur, Triticum turgidum, et une autre espèce qu'on appelle Agilum toshi, et qui fait que le blé que nous consommons, en fait, une plante qui contient les génomes additionnés de trois graminées. Certaines sont ancestrales, certaines existent toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que des travaux récents de génomique du blé suggèrent fortement que le blé tendre, eh bien, l'apparition du blé tendre le blé tendre serait apparu au sud de la mer Caspienne, et le blé tendre semblerait être une espèce qui est uniquement domestique. C'est-à-dire que ce sont les humains qui auraient créé le blé tendre, puisqu'il n'y a pas d'équivalent, il n'y aurait pas d'équivalent sauvage du blé. Je parle sous le contrôle de spécialistes du blé comme Thierry qui corrigeront éventuellement. Donc la domestication des plantes a conduit non seulement à des mutations de façon très importante, des mouvements d'ADN mobile, des multiplications du génome. Et ces multiplications du génome, du coup, on peut se demander est-ce que c'est fréquent en fait, dans toutes ces histoires de génétique, ce qui est important, c'est d'avoir une vision un peu quantitative des événements. Et en fait, la multiplication des chromosomes à l'échelle de l'évolution, c'est quelque chose qui est assez fréquent, puisque vous voyez sur cet arbre généalogique des plantes, où vous pouvez retrouver certaines plantes comme le soja, le colza, le coton, la pomme de terre, le tournesol, la canne à sucre, le bananier, etc. Tous les carrés ça correspondent à des événements soit de duplication, soit de triplication, soit même de sextuplication du stock chromosomique. Donc vous voyez, c'est au cours de l'évolution des plantes, c'est quelque chose qui est très fréquent. On considère que dans un lot de graines, environ un individu sur 100 000 peut être polyploïde. Et donc que cette polyploïdie spontanée, qui fait qu'une plante, une fois qu'elle est polyploïde, bien sûr, elle ne peut plus se recroiser avec ses parents. Donc c'est un véritable événement de spéciation, c'est la création d'une nouvelle espèce. Eh bien, la polyploïdie pourrait correspondre à environ 2 à 4% des événements de spéciation dans la nature. Et donc le dernier exemple de changement génétique dont je voulais vous parler, c'est le transfert d'ADN entre bactéries et plantes.
Alors, le transfert d'ADN entre bactéries et plantes, c'est un mécanisme qui est connu depuis 1980 à peu près, et qui est très utilisé par les généticiens pour faire de transfert d'ADN, soit en laboratoire, soit pour faire des plantes génétiquement modifiées. Mais en fait, on s'est rendu compte en analysant les génomes des plantes que au cours de l'histoire évolutive des plantes, eh bien, des transferts d'ADN spontanés entre des bactéries et des plantes avaient été relativement fréquents, puisque des travaux assez récents suggèrent que jusqu'à 7% des angiospermes contiendraient de l'ADN d'origine agrobactérienne ou bactérienne. L'exemple le plus connu, nous le consommons régulièrement, c'est la patate douce. La patate douce contient un fragment d'ADN parfaitement identifié qui provient d'une agrobactérie qui s'est insérée dans son génome il y a quelques milliers ou centaines de milliers d'années. Alors maintenant, à ce stade, vous devriez vous poser la question, ou me poser la question, mais alors, de quoi on parle quand on parle d'un organisme génétiquement modifié? Alors, ce qui s'est passé, c'est que vers 1980, comme je vous le disais, on a développé des technologies d'insertion d'ADN dans le génome des plantes. Ce qui a amené certains laboratoires et entreprises à insérer de l'ADN étranger dans le génome des plantes, comme de l'ADN d'origine bactérienne pour rendre les plantes résistantes aux insectes, par exemple. Et donc, ces nouvelles pratiques de la génétique, ces nouvelles technologies, ont fait soupçonner l'existence dans l'opinion publique, puis relayée par les gouvernements, les législateurs, et a conduit à soupçonner l'existence de risques. Et donc, s'il y a un soupçon de risque, ça veut dire qu'il faut mettre en place une réglementation. Et donc, dans l'Union européenne, a été prise en 2001 une directive qui décrit ce qu'est un organisme génétiquement modifié, parce que pour légiférer, il faut décrire précisément de quoi on parle. Donc, c'est la définition, vous pouvez la lire sur l'écran. La classification d'une plante, puisqu'on s'adresse beaucoup à des plantes, comme organisme génétiquement modifié suite à cette définition, conduit à son évaluation sanitaire et environnementale approfondie avant d'être commercialisé. Et ça implique aussi de la traçabilité, puisque bien sûr, s'il y a réglementation, il faut pouvoir détecter les fraudes, et donc il faut que l'objet de la réglementation soit distinct du reste de ce qu'on peut trouver dans les champs, et donc que les plantes génétiquement modifiées doivent être traçables. Donc, ce qu'on peut noter de cette définition, c'est que c'est une définition qui est réglementaire, en fait, qui concerne l'origine humaine, c'est-à-dire technologique d'une modification génétique, mais en fait qui ne décrit pas particulièrement l'état final du génome, puisque surtout après les découvertes de la génomique du XXIe siècle, dont je viens de vous parler, eh bien, on serait un petit peu en mal de proposer une définition biologique de ce qu'est un organisme génétiquement modifié. Donc on est dans la situation actuelle qui est que si vous êtes un généticien des plantes, une entreprise de sélection, même un agriculteur qui voudrait vouloir commercialiser une nouvelle variété qu'il a obtenue dans son champ, il y a deux filières. La première filière, c'est si cette plante provient de modifications spontanées de l'ADN et inconnues la plupart du temps, toutes celles que l'on vient de voir et voir d'autres, la mutagénèse, l'insertion, la duplication, l'hybridation, ce n'est pas un OGM. Et à ce moment-là, cette plante peut être librement commercialisée sous contrainte de faire des tests agronomiques qui peuvent conduire à ce qu'on appelle une inscription au catalogue qui permet de commercialiser la semence. C'est ce que font des organismes comme le GEVES en France, l'Office communautaire des variétés végétales au niveau européen, etc. Et cette filière, si vous voulez, concerne environ 350 à 400 nouvelles variétés par an. C'est-à-dire qu'arrivent sur le marché et sont consommées près de 400, pas toutes sont consommées, il y en a qui ont plus de succès que d'autres, mais 350 à 400 nouvelles variétés arrivent sur le marché tous les ans à travers cette filière. Le catalogue européen, qui recense toutes les variétés commercialisables dans l'Union européenne, contient à peu près 54 000 variétés de toutes les plantes cultivées. Et à côté de ça, la deuxième filière, si vous voulez, si cette plante a été obtenue par une opération de génie génétique,
qui conduit à l'insertion d'un ADN connu, par définition, puisqu'on l'a inséré nous-mêmes, eh bien, cette plante va être classée comme un OGM, génétiquement modifié. Et donc cette plante, cette variété va être soumise à des risques, une évaluation de risque environnemental et sanitaire approfondie, qui va en général prendre plusieurs années, qui va coûter plusieurs millions d'euros à l'entreprise qui propose, qui veut mettre sur le marché l'entreprise. Et même si l'agence, en fait, cette évaluation sanitaire et environnementale, en Europe, elle est réalisée par l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui s'appelle l'EFSA, qui est à Parme, qui a un panel d'experts qui travaille sans arrêt sur les dossiers fournis par les entreprises. Mais même si l'Agence européenne donne un avis positif, alors, je vous rappelle que les agences d'évaluation donnent des avis, hein, c'est des conseils. À la fin, et c'est normal, c'est le politique qui décide, puisque le politique, c'est le seul qui est élu dans l'affaire, hein. Donc, au niveau de l'Union européenne, de très nombreux pays interdisent la culture des variétés génétiquement modifiées, comme par exemple la France, où aucune culture génétiquement modifiée n'est autorisée. L'importation est possible, et bien sûr, en Europe, on importe des centaines de milliers de tonnes de grains génétiquement modifiés qui proviennent des États-Unis, du Brésil, d'Argentine, enfin de tous les grands producteurs mondiaux. Et alors là, à ce moment-là, en 2012, il y a quelque chose qui a complètement transformé le paysage. C'est que jusqu'à présent, on avait des technologies qui permettaient d'insérer des morceaux d'ADN dans le génome des plantes de façon pas très précise. Et en 2012 sont apparus, on va dire, un arsenal de technologies basé sur un mécanisme moléculaire bactérien de résistance au virus qui a été exploité par les généticiens qu'on peut connaître sous le nom de CRISPR-Cas9, bien qu'il y ait de nombreuses variations. Il y a Cas9, Cas9, Cas13. Enfin, c'est tout un ensemble de technologies qu'on n'aura pas le temps de voir en détail. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que ces nouvelles technologies permettent de modifier précisément une base ou plusieurs bases à l'intérieur d'un génome, donc de faire de la mutagénèse dirigée extrêmement précise. Et si on suit un peu ce qui se passe dans ce domaine, les derniers développements technologiques, sans faire de trop de perspectives de science-fiction, on peut penser que à terme, c'est-à-dire d'ici 5 à 10 ans, on pourra faire toutes les interventions localisées qu'on voudra dans le génome de certaines espèces, parce qu'il y a quelques contraintes quand même qui sont liées à la capacité de faire de la culture in vitro de l'espèce, etc. Mais à l'horizon 10 ans, je suis prêt à parier qu'on pourra faire à peu près toutes les interventions localisées dans le génome qu'on voudra, comme des mutations, des insertions, des duplications, etc., etc. Donc ces nouvelles technologies ont un petit peu changé la donne, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que on est revenu sur la nature de la mutagénèse, puisque ces nouvelles technologies permettent de faire, entre autres, mais dans un premier temps, c'est comme ça qu'elles ont été proposées, de faire de la mutagénèse spontanée. Donc elles ont amené à une réflexion sur la mutagénèse, et la Cour de justice européenne a été saisie en 2018 par un ensemble de syndicats agricoles et d'ONG françaises, en fait, qui avaient initialement saisi le Conseil d'État, et le Conseil d'État a renvoyé la patate chaude à la Cour de justice européenne. Et c'est assez récent, puisque en 2023, la Cour de justice européenne a mis par statuer que les organismes issus de mutagénèse aléatoire n'étaient pas des OGM au sens de la directive 2001-18. Mais par contre, les organismes qui sont issus d'une expérience d'édition du génome, telle que je viens vous la décrire, sont toujours des organismes génétiquement modifiés, hein. Et donc ils sont toujours dans la réglementation génétiquement modifiée, avec une évaluation lourde et coûteuse, etc. Donc on en arrive à une situation qui est un peu kafkaïenne,
qui, en fait, ni le droit ni la science ne sortent vraiment indemnes de cette affaire, parce que si on regarde ça du point de vue du biologiste, les organismes dont les génomes contiennent des centaines de mutations inconnues, puisque c'est ce qui se passe quand on fait de la mutagénèse aléatoire, hein, on trempe les graines dans un mutagène, il y a des centaines de milliers de mutations qui interviennent, et puis on va sélectionner un organisme qui a un pamplemousse sans pépins à partir de ça, par exemple. Donc ces organismes ne sont pas réglementés, ils sont en gros en commercialisation libre. À côté de ça, des organismes dont les génomes contiennent une mutation connue, précisément connue, identifiée par un laboratoire, eux sont réglementés et peuvent même être interdits, puisque c'est la prérogative des politiques d'interdire les plantes génétiquement modifiées. Or, là-dessus vient se greffer un autre problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de détecter a posteriori qu'une mutation provient d'une mutagénèse ciblée, une expérience CRISPR-Cas9, de mutagénèse induite, un traitement avec un mutagène ou des rayons X, ou simplement de la diversité naturelle, puisque la diversité naturelle, on l'a vu, faisait des tas de mutations. Donc on en arrive à des choses qui sont intrinsèquement intraçables, c'est-à-dire personne n'est capable de dire d'où vient une mutation dans un génome, sauf si bien sûr il y a une entreprise qui dit moi j'ai fait une mutation, il y a tout un cahier qui est écrit et qui accompagne cette plante. Donc on a non seulement un problème de, de cohérence scientifique, mais aussi on a un gros problème de traçabilité avec les organismes issus de mutagénèse ciblée. Donc ce qui nous amène à les derniers événements qui sont une proposition de modification de la réglementation des organismes génétiquement modifiés, qui, en fait, ce serait la modification, la proposition créerait une nouvelle catégorie qu'on appelle les organismes NGT, pour New Genetic Techniques. Et cette réglementation, en fait, reconnaîtrait que certains types de modifications, en particulier les modifications qui sont issues de l'édition du génome, en fait, sont identiques à des modifications qui pourraient se produire naturellement par des techniques conventionnelles et à partir du pool génétique de l'espèce. Et donc, à partir de là, une nouvelle catégorie est proposée qu'on appelle la catégorie NGT1. Et les organismes de la catégorie NGT1, ce seraient des organismes dans lesquels il y aurait un maximum de 20 mutations, des délétions, ou qui résulteraient de cisgénèse. Cisgénèse, ça veut dire prendre de l'ADN, en fait transférer de l'ADN à l'intérieur de la même espèce, hein, c'est-à-dire pas de l'ADN étranger. Et donc les organismes qui résulteraient de ces technologies s'appelleraient NGT1 et seraient en théorie presque complètement déréglementés, c'est-à-dire qu'ils passeraient pratiquement dans la catégorie de toute la sélection conventionnelle. Il y aurait peut-être juste une déclaration, mais ils pourraient être librement commercialisés. Et à côté de ça, il y aurait une deuxième catégorie qu'on appellerait la catégorie NGT2. Et en fait, c'est tous les autres, c'est-à-dire toutes les plantes pour lesquelles il y aurait des mutations, plus de 20 mutations, qui résulteraient d'expériences de transgénèse, c'est-à-dire d'insertion d'ADN étranger. Et donc ces plantes seraient toujours dans la catégorie NGT2 et seraient toujours soumises à une réglementation pour leurs risques approfondis à propos de leurs risques éventuels sanitaires, santé humaine et animale, et environnemental, risque qu'elles pourraient faire courir à l'environnement. Et dans cette proposition de loi, seraient exclus de la catégorie NGT1 les plantes résistantes aux herbicides, parce que les plantes résistantes aux herbicides n'ont pas particulièrement bonne presse, parce que, en fait, effectivement, elles ont on pourrait discuter longuement des avantages et des inconvénients des plantes résistantes aux herbicides, mais elles ont quand même l'inconvénient de favoriser l'utilisation des herbicides, donc de molécules qui peuvent avoir des impacts environnementaux. Donc les législateurs européens ont proposé, en tout cas, que les plantes résistantes aux herbicides ne puissent pas rentrer dans la catégorie NGT1. Donc si on regarde maintenant, donc là, on est dans une proposition de loi
qui n'est pas encore voté, hein, qui est en discussion entre le Parlement européen et la Commission européenne, mais elle pourrait être votée dans l'année. Enfin, on n'a pas, on ne sait pas très bien, mais elle est vraiment dans les tuyaux de la Commission européenne. Si on regarde un petit peu l'état de la réglementation sur l'édition des génomes dans le monde, on voit donc que tous les pays en gris, c'est les pays qui n'ont pas de réglementation particulière, ou en tout cas pour lesquels l'auteur de l'article dans lequel j'ai pris l'information n'a pas d'information à ce sujet. Les pays en vert, c'est les pays qui ont pratiquement déréglementé avec certaines contraintes, hein, il y a des réglementations, mais chez lesquels l'édition du génome est déjà pratiquement au stade pour certains cas, de la commercialisation. En voyant en rouge, c'est l'Union européenne, c'est-à-dire l'Union européenne est la seule région du monde pour lesquelles, au jour d'aujourd'hui, euh, la culture des plantes dont le génome a subi une édition du génome sont encore pratiquement interdites, à part dans certains pays, en Espagne et au Portugal, on cultive quelques centaines ou quelques milliers d'hectares de maïs résistant aux insectes, mais c'est extrêmement marginal. Alors maintenant, et pour conclure, ce qui sera intéressant, je pense qu'on est dans le temps. Jacques, ça va? Très bien. Très rapidement, je vais essayer de vous résumer qu'est-ce qu'on peut bien faire d'intelligent avec ces technologies. Bien sûr, dans la perspective d'une agriculture qui nourrisse les humains, qui n'utilise pas trop de produits phytosanitaires, qui ne dégrade pas trop l'environnement, etc. Et bien sûr, on va considérer que quoi qu'il arrive, il ne serait pas raisonnable d'abandonner complètement l'agriculture, hein. Donc, on va essayer de voir des solutions à certains des plus grands problèmes de l'agriculture. Et un des plus grands problèmes de l'agriculture, c'est les maladies. C'est toutes sortes de maladies, hein. Les plantes sont ravagées par des quantités de vérole invraisemblables, les bactéries, les champignons, les virus, les insectes. Les mauvaises herbes aussi peuvent être considérées comme des compétiteurs dans les champs, etc. Et globalement, et le chiffre est absolument incroyable quand on y réfléchit, c'est qu'un quart de la production agricole mondiale est perdu à cause des maladies des plantes. C'est-à-dire qu'il y a un quart de la production, c'est comme si on brûlait le champ avant de le récolter, hein, ou on jetait un quart de la production. Elles sont perdues. Et à côté de ça, le marché mondial des phytosanitaires, des produits donc, qui permettent de lutter contre les maladies des plantes, est de l'ordre de 80 milliards de dollars par an et il est en expansion. Il est loin de diminuer. Et donc, on peut penser effectivement que l'édition du génome et toutes ces technologies pourraient contribuer à améliorer la résistance des plantes aux maladies. Alors, c'est un peu difficile de tout décrire, mais en octobre 2024, il y avait déjà près de 300 publications dans la littérature scientifique qui décrivaient une amélioration de la résistance aux maladies obtenue par édition du génome. Ces travaux concernent en majorité le riz. 36% de ces travaux concernent le riz. D'ailleurs, je vous ai mis un exemple. C'est un riz chinois qui a dû faire ça, puisque les Chinois sont extrêmement en avance sur toutes ces technologies de l'amélioration des plantes et surtout leurs applications. C'est un riz résistant à une bactérie absolument dévastatrice qu'on appelle le Xanthomonas oryzae, dans lesquelles quelques mutations introduites par édition du génome dans des gènes de sensibilité à ces bactéries conduisent à la résistance. Mais en fait, les travaux concernent à peu près toutes les plantes cultivées, la tomate, le soja, le blé, le maïs, etc. Concernent à peu près tous les pathogènes, hein, bactéries, champignons, virus, insectes, nématodes. Dans toutes ces publications, eh bien, la Chine est la première, hein, c'est ce que je vous disais. Le deuxième pays le plus productif en termes de publications sur les résistances aux maladies, c'est les États-Unis. Voilà. Et euh, alors, je vais vous présenter un travail
qui a été fait en France par mon très bon collègue Jean-Luc Gallois, qui est extrêmement démonstratif pour ce qu'on peut faire en termes d'édition du génome pour améliorer la résistance d'une plante à un virus. En fait, il existe chez le pois des variétés qui sont naturellement résistantes à des virus. Et en fait, la résistance est liée au fait que les virus, en fait, ce sont des machines à utiliser tout le contenu des cellules de leurs hôtes, hein. On l'a vu avec le SARS-CoV-2. Donc, les virus interagissent avec des dizaines, voire des centaines de molécules de protéines et d'ADN et d'ARN à l'intérieur de leurs hôtes. Donc, ces interactions sont nécessaires à la réplication du virus. Et chez le pois, il existe une mutation, pardon, sur une protéine qui est nécessaire à la réplication du virus. Et cette mutation cause la résistance au virus. Donc, il y a des variétés de pois qui sont naturellement résistantes à ce virus. Et donc, ce qu'a fait Jean-Luc Gallois, c'est qu'il a eu l'idée de dire, mais cette mutation, je vais essayer de la copier chez une autre plante. Donc, bon, il faut que le gène existe chez l'autre plante. Mais donc, il a copié par édition du génome la mutation du pois chez une plante modèle de laboratoire qui s'appelle Arabidopsis thaliana. Mais après, il a fait la même chose chez la tomate. Il y a des travaux en cours chez le manioc, sur la betterave, etc. Et en fait, en copiant une mutation, il a réussi à rendre cette plante complètement résistante à ce virus. Vous voyez, le témoin est infecté. On utilise, c'est assez joli de voir ça, c'est un virus qui est fluorescent. Il contient un gène qui le rend fluorescent. Donc on peut voir l'expansion du virus dans la plante. Et on peut voir que la plante dont le génome est édité est complètement résistante au virus. Ce genre de technologie est sûrement d'un très grand intérêt parce que aucun individu n'a tous les gènes d'une espèce. Donc, on peut trouver dans la diversité génétique des plantes des génotypes qui peuvent être résistants à des maladies. Par exemple, une expérience très courante de l'amélioration des plantes, c'est on a des belles tomates marmandes. Bon, tout le monde est content de les manger, mais elles sont sensibles à un pathogène. Et puis on peut trouver un gène de résistance, peut-être dans une tomate sauvage, totalement impropre à la consommation, pleine de poils, amère, enfin tout ce que vous voulez. Donc on va se lancer dans un programme de croisement qui va consister à essayer d'introduire le gène de résistance au virus dans la belle tomate cultivée. Donc on va commencer, on va les croiser, on va obtenir un hybride, et puis ensuite l'idée c'est quand même d'éliminer tous les gènes de la tomate impropre à la consommation pour récupérer tout le bon génome de la tomate cultivée. Et donc pour ça, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des rétrocroisements, c'est-à-dire qu'on va prendre cet hybride et on va le croiser de façon répétée et récurrente avec le parent cultivé, jusqu'au bout d'une dizaine d'années. On considère qu'il faut à peu près une dizaine d'années pour éliminer progressivement tout l'ADN du parent sauvage, tout en gardant, bien sûr, à chaque étape, on fait attention d'avoir le bout d'ADN qui confère la résistance au virus, sinon l'expérience ne servit à rien. Et du coup, eh bien, au bout de 10 ans, on a une plante, une nouvelle tomate cultivée, qui a les mêmes caractéristiques que la tomate initiale et qui, en plus, est résistante au virus. Mais là, on se rend vite compte qu'on est face à un problème. En fait, on n'est pas du tout dans le pas de temps des maladies des plantes, hein. Les maladies des plantes, une année, il y a une maladie, l'année d'après, il y a une autre maladie. Il faut être capable Donc, si on met la nouvelle variété, s'il faut 10 ans pour mettre la nouvelle variété dans les champs, en général, la maladie ce sera une autre maladie qui sera apparue à ce moment-là. Mais par contre, les nouvelles technologies d'édition du génome, comme je vous l'ai montré avec le travail de Jean-Luc Gallois, soit en copiant le gène, en copiant les mutations de résistance du plan à l'autre, soit en faisant de la cisgénèse, c'est-à-dire en identifiant le bout d'ADN qui confère la résistance chez la tomate sauvage, le lycopersicon sauvage, on ne peut pas appeler ça une tomate, et en le collant dans la tomate cultivée, eh bien, on imagine qu'en 1 an ou 2 ans, c'est-à-dire on pourrait mettre sur le marché assez rapidement des nouvelles variétés résistantes aux maladies, dans l'hypothèse où il n'y a pas de réglementation. Parce que s'il y a une réglementation de type OGM, en fait, les 8 ans
qu'on va gagner, on va les perdre dans le temps que va coûter la déréglementation à peu près, hein. On considère que c'est entre 5 et 8 ans pour la déréglementation d'une variété génétiquement modifiée. Alors, un autre défi très concret de l'agriculture, eh bien, c'est le réchauffement climatique. Ça fait à peu près, je crois que ça fait plus de 30 ans que les agronomes et les généticiens de l'INRA alertent sur le risque de l'augmentation des températures, mais on sait déjà que l'augmentation d'1 degré Celsius de la température moyenne baisse les rendements mondiaux des principales céréales. Or, en fait, les plantes qui ont été domestiquées, les quelques centaines de plantes qui ont été domestiquées, en fait, on a hérité de ces plantes de nos ancêtres du néolithique, mais on n'a jamais vraiment choisi de les domestiquer. Et en tout cas, elles n'ont certainement pas été au néolithique, elles n'ont certainement pas été domestiquées dans la perspective de résister aux élévations de température consécutives au changement climatique. Et pourtant, à côté des quelques centaines d'espèces de plantes domestiquées, il y a plus de 400 000 espèces végétales. Et parmi ces 400 000 espèces végétales, il y a des espèces qui sont remarquablement résistantes à la sécheresse, que vous pouvez voir sur ces photos, hein, des plantes qui sont capables de se dessécher pratiquement à un point où on pense qu'elles sont mortes, et une goutte d'eau, et elles repartent. On appelle ça des plantes de la résurrection. Il y a des plantes qui sont capables de pousser dans des déserts, et même il y a certaines plantes qui ont des architectures racinaires qui leur permettent en fait, d'avoir des racines qui sont plus à la surface et qui vont mieux récupérer le peu d'eau que l'on va trouver dans leur environnement. Donc, en fait, l'idée de l'amélioration des plantes du futur, ce serait peut-être de se dire, mais finalement, puisqu'on a hérité de ces plantes qui ne sont pas particulièrement adaptées à nos contraintes agricoles actuelles, pourquoi ne pas redomestiquer des plantes? Et c'est effectivement ce qu'on pourrait envisager en utilisant les techniques d'édition du génome, puisque grâce à la génomique et à l'analyse des génomes, on connaît assez bien, au moins pour certaines plantes, quels sont les gènes et quelles sont les modifications qui ont conduit à la transformation des plantes sauvages en plantes domestiquées. Les plantes sauvages, en fait, elles ont été domestiquées par les agriculteurs du néolithique, mais c'est quelque chose qui a été très long. Par exemple, pour la fixation des graines sur les épis, le registre archéologique conduit à l'idée qu'il aurait fallu environ 4000 ans entre la première identification de plantes en association avec des humains chez laquelle les graines restent attachées aux épis, jusqu'à l'identification aussi dans des vestiges archéologiques de plantes où apparemment 100% des graines restaient attachées à l'épi. Et pour que ce caractère se fixe dans la population, il aurait fallu à peu près 4000 ans, c'est-à-dire un temps très long. Et donc, à partir du moment où la plante a été domestiquée, eh bien là, grâce à la génétique classique, eh bien, en quelques années, depuis le 19e siècle et le 20e siècle, on sait créer les variétés modernes. Et donc, l'idée derrière l'utilisation de l'édition du génome, eh bien, ce serait en quelques années, de domestiquer des plantes sauvages qui pourraient être beaucoup plus adaptées aux contraintes actuelles de l'agriculture et en particulier aux contraintes du stress hydrique et du réchauffement climatique. Et en fait, ce n'est pas uniquement un travail conceptuel, puisque des travaux réels ont déjà eu lieu, puisque laboratoires récemment, il y a 3 ans, en recopiant des gènes de domestication du riz cultivé, riz, ja- c'est, je ne me rappelle plus le nom du riz, mais c'est le japonica ou indica. Et en fait, ils ont pris un riz sauvage qui s'appelle Oryza alata, qui est pas particulièrement cultivé par les humains, mais qui a des caractéristiques de résistance aux contraintes, au stress abiotique qui sont assez grandes. Et donc, en quelques expériences d'édition du génome, eh bien, ils ont réussi à le transformer en riz domestique. C'est-à-dire un riz, vous voyez, les barbes sont beaucoup moins longues,
Les graines restent attachées sur les épis. Et en plus, la taille, la plante a une taille beaucoup moins grande. Et la réduction de taille est, chez les céréales, en général, associée à une augmentation des rendements. Hein, c'est ce qui s'est fait au cours de la Révolution verte. Donc, c'est pas vraiment de la science-fiction. On pourrait envisager à terme de domestiquer en peu de temps, relativement peu de temps, des plantes qui pourraient être choisies pour leur adaptation meilleure, en tout cas, aux contraintes modernes de l'agriculture. Et donc, je voulais conclure sur les points de débat, en fait, autour de ces technologies, parce que, bien sûr, c'est pas parce qu'on a des technologies qu'il faut les utiliser les yeux fermés. Un premier point de débat concerne l'accès aux technologies. En effet, c'est des technologies qui sont quand même un petit peu sophistiquées, même si elles deviennent de plus en plus démocratisables, mais il y a un point de débat autour de l'accès aux technologies par les acteurs et par les pays, puisque effectivement, ce n'est pas nécessairement les pays qui sont les plus mal en point du point de vue de leur agriculture, comme les pays d'Afrique, par exemple, qui seraient à même d'utiliser rapidement les nouvelles technologies d'édition du génome. Il y a un autre point de débat, c'est la protection industrielle. Donc ça a été débattu par le Parlement européen, puisque certains députés européens voulaient inclure dans la modification de réglementation une clause comme quoi les plantes NTG ne pourraient pas être soumises à brevet. À ma connaissance, je ne pense pas que cette clause ait été conservée, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une question autour de la propriété industrielle des variétés, de la propriété des technologies, puisque à l'heure actuelle, pour utiliser une technologie d'édition du génome sur une plante cultivée, en fait, c'est des entreprises américaines, je crois que c'est une entreprise qui s'appelle Corteva, qui possède la totalité de la plupart des droits, et donc il faut payer des royalties à Corteva pour avoir le droit d'utiliser la technologie. Un troisième point qui fait débat, c'est l'exclusion de l'agriculture biologique. Donc ça, en fait, ça a été très tôt inclus dans la proposition de loi, à la demande d'ailleurs des lobbies de l'agriculture biologique, c'est-à-dire que toutes les technologies NTG ne pourront pas être utilisées en agriculture biologique, ce qui est assez paradoxal puisque c'est l'agriculture biologique qui voudraient utiliser le moins de produits phytosanitaires et les technologies NTG sont une des approches qui permet de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. Cela dit, il est probable que cette exclusion de l'agriculture biologique, personne ne reviendra dessus, donc ni les NTG1 ni les NTG2 ne seront probablement autorisés en agriculture biologique dans l'Union européenne. Après, il y a d'autres points qui font débat, mais qui sont finalement pas très différents des débats qu'on peut avoir avec les variétés conventionnelles. C'est le fait qu'un trop petit nombre de variétés pourrait être concerné. C'est-à-dire que, en fait, l'utilisation de ces technologies contribuerait à augmenter l'homogénéité génétique, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de variétés à cultiver, et donc l'homogénéité génétique, c'est jamais bon, en particulier vis-à-vis de l'apparition de nouvelles maladies. Mais ça, c'est un problème qui est tout à fait bien connu, qui est lié qui est un problème intrinsèque pratiquement à l'agriculture, hein. Dès la domestication, on a réduit la diversité génétique et tous les agronomes et tous les généticiens sont bien conscients qu'il ne faut pas essayer de ne pas trop réduire, il faut récupérer de la diversité génétique. Et paradoxalement, les technologies de type NTG, comme je vous l'ai montré, peuvent aussi contribuer à augmenter la diversité génétique, puisque si on copie un gène de résistance aux maladies d'une espèce vers une autre, eh bien, on a augmenté la diversité génétique de l'espèce dans laquelle on a introduit la modification. Mais alors, cette homogénéité génétique, elle est aussi en face des contraintes liées à l'évolution des pathogènes, puisque les pathogènes ont tendance à surmonter les résistances. Et c'est bien connu, dans le cas de la résistance au virus, on a beaucoup d'exemples
où les virus ont fini par surmonter les gènes de résistance qui ont été mis pour les contrôler, mis par des approches de génétique tout à fait conventionnelles, hein. Mais ça aussi, c'est des questions qui sont tout à fait à l'étude. À l'INRA, par exemple, il y a des tas de gens qui s'intéressent au problème de la durabilité des résistances et qui réfléchissent à quelles seraient des trajectoires agronomiques intelligentes en faisant des rotations de variétés, en ne déployant pas tous les gènes de résistance au même moment, en empilant les gènes de résistance pour empêcher les pathogènes de les surmonter, etc., etc. Donc tout ça, en fait, c'est des questions qui sont importantes, hein, à gérer, mais qui sont finalement pas vraiment nouvelles par rapport aux questionnements qu'on a déjà sur les variétés conventionnelles. Je terminerai là-dessus. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les risques, parce que bien sûr, toutes ces technologies, y compris l'amélioration des plantes par tous les moyens, comportent éventuellement des risques. Et donc, on peut se demander vraiment, qu'en est-il vraiment des risques environnementaux liés ou à l'édition du génome ou à la transgénèse, etc. Et en fait, on parle beaucoup de risques, mais il y a quand même un consensus qui est à peu près partagé par institutions scientifiques, hein, comme la Royal Society, enfin l'Académie euh, l'Académie des sciences anglaises, l'Académie des sciences françaises, l'Académie des sciences euh, allemandes, l'Organisation pour la santé, la FAO, etc. En fait, l'OCDE, en fait, toutes ces grandes organisations, à un moment donné, ont produit des avis sur l'utilisation du génie génétique des plantes et tous les avis sont à peu près concordants sur le fait que les cultures génétiquement modifiées et les produits qui en dérivent ne présentent pas plus de risques que les autres cultures et produits alimentaires. Et d'ailleurs, ce qui conforte un peu cette idée, c'est que la commission évalue les organismes génétiquement modifiés, donc qui a, comme je vous le disais, a évalué à peu près 200 dossiers depuis 20 ans ou 25 ans. En fait, la quasi-totalité ont été déclarés sans risque identifié, hein. Et donc, après, c'est aux politiques de décider ce qu'on en fait, mais l'avis le conseil a déclaré qu'il n'y avait pas de risque. Voilà, je vais donc m'arrêter là. J'espère que vous avez des questions. J'espère que je n'ai pas été trop long et que ça vous a intéressé. Et merci beaucoup pour votre attention. Et je termine Merci. en remerciant bien sûr, je n'ai pas fini ma conclusion, l'AFIS et la FBV, tous mes collègues de l'INRA, du CNRS, de l'EFSA, de l'ANSES, qui m'ont aidé dans cette réflexion, et puis tous les étudiants qui ont eu à subir mes cours pendant une vingtaine d'années. Et ils ont eu beaucoup de chance, dis-moi Christophe. Voilà, je voulais vous rappeler deux choses, c'est que nos associations, l'une et l'autre, nous fonctionnons essentiellement, nous existons grâce à l'adhésion grâce à vos adhésions. Pour nous, grâce à l'achat en kiosque ou par abonnement de Sciences et Pseudosciences, ce magazine indispensable. Donc, n'oubliez pas de vous rapprocher de l'une et de l'autre. Vous avez toutes les références ici. Euh, nos webinaires, j'y réponds souvent, sont tous mis en ligne sur Afis Webinaire avec un S. Vous y trouverez toute l'antériorité de nos webinaires avec un petit délai d'une dizaine de jours par rapport à leur tenue, hein. Il faut le temps de les monter, de les doubler, etc. Ça prend un peu de temps. Nous sommes tous bénévoles, donc nous avons besoin d'un peu de temps, mais ils le seront. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter ce site Afis Webinaire où il y a beaucoup d'antériorités très intéressantes. Michel, je te donne la parole. Oui, Jacques, voilà. Et je pense, on va distinguer, il y a des questions qui portent sur, allez, l'éthique et la politique, si je puis dire, d'un côté, et puis les questions techniques. Alors je propose qu'on passe d'abord aux questions techniques, hein, proprement dites. Alors la première question qui avait été posée, c'était sur les croisements entre espèces. Est-ce que ça se faisait seulement via les pollens, hein? C'était une première question posée. Alors, à ma connaissance, oui, c'est le pollen d'une espèce A qui va se déposer sur le pistil
d'une espèce B. Après, il y a d'autres. On rentre dans les technologies, on peut faire des fusions cellulaires, mais dans la nature, c'est des croisements sexués qui conduisent à la, à les hybridations, oui, oui, oui. Merci. Donc la deuxième question, elle portait sur la patate douce, là. Ah, la patate douce. Voilà, donc quelles ont été les conséquences, sans se marquer, avantages ou inconvénients de l'insertion du génome de la bactérie chez la patate douce? Et moi j'ai considéré que ça s'était fait naturellement, ça. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la patate douce, mais il me semble. Alors, la patate douce, apparemment, j'en ai jamais fait pousser, mais c'est une plante qui a des capacités de croissance assez exceptionnelles. Et les gènes qui sont transférés par ces bactéries dans le génome des plantes, ce sont en général, souvent en tout cas, des gènes de synthèse de phytohormones. Et les phytohormones favorisent la croissance des plantes. Et il me semble avoir lu, mais j'en suis pas sûr à 100%, il faudrait les vérifier dans les articles scientifiques, qu'on a associé la capacité proliférante de la patate douce aux insertions de l'ADN agrobactérien, parce que ça modifie le taux de phytohormones comme les auxines et les cytokinines, hein, ce sont les hormones de prolifération, hein, et qui font que cette patate douce a ces capacités. C'est presque une plante envahissante, hein, la patate douce. Donc apparemment, oui, il y a effectivement un impact de ces gènes sur la biologie de la plante. Alors, une petite question d'ailleurs qui était apparue dans le chat, je crois. Sur la carte que tu as présentée entre les pays qui autorisaient, enfin disons qui laissaient Oui, évoluer librement les OGM, entre guillemets, et les autres, est-ce que le Royaume-Uni, qui est en rouge avec le reste de l'UE, est-il toujours en rouge réellement? Et je crois que alors quelqu'un a dû répondre après, mais je n'ai pas bien lu la réponse dans le chat, mais bon. le Plus Royaume-Uni longue. est plus dans l'UE, donc ils font ce qu'ils veulent, et il semble qu'ils sont assez favorables à l'utilisation des NTG sur leur territoire, mais j'en sais pas plus que ça. Pour relayer la réponse qu'a fait Philippe Dumont, là, qui est quelqu'un qui est juriste et de formation et qui, est voilà, qui appartient à la FBV sur la position de la Grande-Bretagne, enfin du Royaume-Uni. Ils ont adopté en 2023, c'est, je crois, une loi qui s'appelle Precision Breeding Act et qui avait pour objectif un peu de libérer l'utilisation des plantes issues voilà, du génome editing. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la Grande-Bretagne a toujours été plus ouverte euh, comment, au moins aux tests en champ de plantes OGM, tests en champ qui avaient vocation finalement à en faciliter la commercialisation. Donc c'est un pays qui depuis longtemps est plus ouvert que le reste de l'Union européenne, enfin l'Union européenne maintenant. Et puis il y a cette loi-là finalement qui préfigure un peu celle qui est en discussion au niveau de la Commission européenne. Alors, je reviens d'une petite question technique sur NGT1, NGT2. Il y a deux questions en Oui. fait, hein. Pourquoi la limitation à 20 mutations et pas 5 ou 25? En fait, bon, et sur quelle base a été définie cette limite? Et ça, c'est la première question. Puis Alors, après, pour oui. la deuxième question un peu liée, pour la distinction NGT1, NGT2, s'agit-il de 20 actions, alors là, c'est une question technique, de 20 actions de mutation ou de 20 bases modifiées? Voilà. Donc, il y a deux questions. Alors, Une technique. pour les 20 bases, c'est un peu mystérieux. Je pense qu'il fallait mettre une borne, ce qui a amené la commission à proposer 20 bases. En fait, alors, il semblerait, je ne suis pas tout à fait sûr de l'explication, peut-être qu'il y a des gens qui seraient dans l'assistance même qui seraient plus compétents, c'est que 20 bases, c'est un peu la limite de traçabilité. C'est-à-dire en deçà de 20 bases, si vous faites une modification dans un génome de moins de 20 bases, vous ne pourrez jamais le tracer. Donc, on ne peut pas réglementer dessus. Tandis que si c'est plus de 20 bases, là, on peut imaginer des tests PCR, etc., qui permettent d'identifier l'organisme qui a cette mutation de plus de 20 bases. Donc, du coup, au-delà de 20 bases, c'est traçable, donc on peut faire une réglementation. En dessous de 20 bases, c'est pratiquement pas traçable. Une base, c'est pas traçable, par exemple. Et du coup, on ne peut pas réglementer, donc on accepte que c'est à peu près équivalent à la variation spontanée.
à la variation naturelle. Voilà, c'est l'explication, mais elle ne vaut pas grand-chose. En tout cas, il fallait qu'il y ait une borne parce que c'était pas possible de déréglementer complètement toutes les modifications du génome sans limite. Donc, c'est tombé sur 20 bases. Alors, il y a une demande de précision technique, d'explication. Pouvez-vous mieux expliquer la notion de génome utile? Voilà, c'est ça, la question, c'est celle-ci. Alors, le génome utile, ben, en gros, c'est pas compliqué, c'est le génome qui est soumis à la sélection naturelle. C'est la définition de utile en biologie, hein. En biologie, on parle très souvent de fonction. Les biologistes adorent, les biologistes moléculaires adorent parler de fonction et de fonction. Mais la fonction en biologie, c'est quelque chose qui est soumis à la sélection naturelle. Donc, si on veut démontrer la fonction d'un gène, eh ben, il faut démontrer que si on enlève ce gène, il y a un effet sur le fitness de l'organisme. S'il n'y a pas d'effet, ben, alors, en général, pour les gènes qui codent pour des protéines, ils sont tous fonctionnels. Mais pour un bout d'ADN pris au hasard dans un génome, un bout d'ADN qui ressemble à rien, qui code pas pour une protéine, etc. Si on fait un changement, on l'enlève et qu'il n'y a aucun phénotype, c'est le gros problème des biologistes moléculaires. C'est très difficile de dire qu'il est fonctionnel. D'accord? Donc, mais à part ça, on sait bien que dans les génomes des eucaryotes, on va dire, j'aime pas trop le mot, mais des eucaryotes supérieurs, des grands animaux, des grandes plantes, en fait, ce qui se passe, c'est que plus les organismes ont des populations. Alors, c'est pas vraiment la population réelle, c'est une population imaginaire qu'on appelle la population efficace, qui est en gros une population imaginaire qui recouvrerait toute la diversité génétique. C'est un terme un peu complexe, mais les grands organismes ont des toutes petites populations efficaces. Par exemple, l'espèce humaine, qui est le paradigme de ça, la population efficace de l'espèce humaine, c'est 10 000 individus. Hein, bien qu'on soit 8 milliards, notre population, en fait, c'est lié au goulot d'étranglement du néolithique, hein, qui n'est pas très vieux, hein, qui a peut-être 40 000 ans, 50 000 ans. En fait, il y a un effet fondateur qui fait que notre population efficace, enfin, au moins hors d'Afrique, est extrêmement faible. Et du coup, lorsque l'effectif des populations est très faible, eh bien, la dérive génétique est beaucoup plus puissante que la sélection naturelle. Voilà, en gros, c'est ça le message. Et du coup, comme la dérive génétique est plus puissante que la sélection naturelle, eh ben des régions du génome totalement non fonctionnelles peuvent perdurer. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas purgées par la sélection naturelle. Personne ne les enlève. C'est l'image du tonneau qui se remplit plus vite qu'il ne se vide. D'accord? Et à l'opposé, donc ça c'est le cas des organismes, en général c'est les grands organismes, hein. Il y a un lien entre la taille des organismes et leur population efficace. Mais à l'autre extrême, on trouve les petits organismes, alors tout petits, les bactéries, les virus comme ça, et eux, ils ont des populations efficaces tellement grandes que en fait, pratiquement tout leur génome est soumis à la sélection naturelle. Il n'y a pas de gras en quelque sorte. Mais nous, les humains, les plantes, etc., il y a une grande partie de notre génome qui est non fonctionnelle. Alors, il y a un grand débat pour savoir quelle est la partie non fonctionnelle, en gros. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une partie fonctionnelle, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, donc soumise à la sélection naturelle. Euh, on s- il y a probablement une grande partie non fonctionnelle, mais le curseur entre la partie fonctionnelle et l'étendue réelle de la partie non fonctionnelle est soumise à débat. Mais il y a des travaux de génétique des populations basés sur le fardeau génétique qui montrent de façon assez convaincante que, en tout cas pour les humains, c'est pas possible que le génome humain soit fonctionnel à plus de 20%. Donc la grande question, et c'est intéressant parce que on sait que ce qui est fonctionnel, c'est 3% peut-être du génome, c'est les parties codantes du génome. Donc le grand mystère, c'est de trouver quelle est la fonction de ce qu'il y a entre les 3 et les 20%. Mais au-delà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Alors, une question, merci. Une question, comment détermine-t-on que deux plantes font partie de la même espèce? Et donc déterminer si on parle de cis ou de transgénèse. Alors c'est une Ah, excellente question parce que en fait, dans la c'est tout. nature, les espèces, ça n'existe pas.
c'est les biologistes qui créent les espèces C'est pour ranger les choses dans des tiroirs, pour que ce soit compréhensible. Mais dans la nature, les croisements, à la frontière des espèces, il y a des tas de croisements qui peuvent avoir lieu. En fait, que les espèces se créent par divergence, par des tas de phénomènes géographiques, isolement, etc. Mais tant qu'elles ne sont pas complètement séparées, elles peuvent encore se croiser. Et il arrive un moment où effectivement, elles sont trop éloignées, aucun appariement des chromosomes n'est possible, donc c'est plus possible. Mais si on essaie fortement, par exemple, on prend deux espèces qui sont éloignées, bon, je sais pas, mettons quelques centaines de milliers d'années, on pense que ces deux espèces, si on essaye de façon répétée de les croiser, si on essaye beaucoup, on peut peut-être y arriver. Donc la notion d'espèce, elle est un peu si on considère que la notion d'espèce est liée à la capacité d'échanger de l'ADN, parce qu'il y a d'autres définitions de l'espèce, hein. Il y a des définitions écologiques de l'espèce qui se rapportent aussi à la fonction de l'espèce dans son environnement, donc ils sont moins basés sur la génétique, si vous voulez. Mais d'un point de vue génétique, la frontière entre les espèces, elle n'est pas très bien définie en fait, hein. c'est vrai que le critère de reproduction avait été présenté assez souvent comme un critère de Oui, l'espèce, oui, c'est le critère standard, mais critère standard. Ouais. Si on s'y prend à de nombreuses reprises, on finit par croiser des trucs que se seraient peut-être pas croisés, hein. Et qu'en est-il des OGM censés résister aux nuisibles, comme le maïs MON 810, où l'on voit apparaître une résistance des nuisibles au bout de quelques années? Est-ce vraiment Alors, utile? oui, ces maïs sont cultivés depuis 25 ans à très très grande échelle aux États-Unis, au Brésil, au Canada, je crois, et un petit peu dans l'Union européenne, comme en Espagne et au Portugal, qui les autorisent. Et effectivement, on a vu apparaître au fur et à mesure que les insectes deviennent résistants aux protéines insecticides qui ont été introduites dans ces maïs. Et donc, ça veut dire que soit il faut introduire de nouveaux gènes de résistance, soit il faut. Alors, il y a des tas de stratégies qui sont mises en place, hein. Il y a des zones refuges. Par exemple, dans certains pays, les cultivateurs qui cultivent des maïs résistants, génétiquement modifiés, résistants aux insectes, ils sont obligés de créer des zones refuges. Ce qui fait que ou des maïs qui ne sont pas résistants. Du coup, ça diminue la pression de sélection et ça réduit en quelque sorte la possibilité pour les insectes de surmonter les résistances. Mais de toute façon, ce n'est pas un problème qui est spécifique aux plantes génétiquement modifiées. Dès qu'on introduit des gènes de résistance par croisement tout à fait conventionnel, c'est ce qui s'est passé avec les virus, avec les bactéries, on sait très bien qu'on met une pression de sélection sur les pathogènes pour surmonter cette résistance, pour faire le tour de la résistance. Et donc, la stratégie, c'est soit avoir des stratégies d'empilement de gènes qui font que ça diminue la possibilité pour le virus, la bactérie ou le champignon de surmonter la résistance. C'est exactement analogue à ce qu'on fait avec les trithérapies contre le HIV, hein. Monothérapie, le virus se surmonte à toute vitesse. Trithérapie, pratiquement, il n'y arrive pas. Voilà, c'est donc avec les plantes, on est exactement dans la même type de réflexion, sauf que c'est pas des molécules antivirales et c'est des gènes ou des transgènes dans des plantes. Mais tout ça, c'est des questions qui sont extrêmement d'actualité et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces histoires de durabilité, de résistance, comment faire, est-ce qu'il faut alterner des résistances. Enfin, c'est pas un sujet qui est du tout absolument spécifique aux plantes génétiquement modifiées. Ce sont des questions qui viennent d'apparaître là. J'en vois une là. On parle de perte de diversité dans l'espace ou dans le temps. C'est les deux, hein. Donc, la- dès la domestication des plantes, il y a eu une perte de diversité. Euh, Peut-être pas pour toutes les plantes, apparemment pour le maïs, il n'y aurait pas tant de perte de diversité que ça. Mais, parce qu'il y a eu des recroisements avec des maïs sauvages au cours du temps. Mais globalement, on s'accorde plus ou moins à penser que la domestication des plantes et l'agriculture ont conduit à une perte de diversité par rapport aux plantes sauvages. Et alors, dans l'espace, les plantes sauvages,
elles existent toujours. Hein. Les théosyntes, elles sont toujours en Amérique centrale. Les blés sauvages, enfin les ancêtres du blé sauvage, ils sont toujours dans le croissant fertile, si tant est qu'on peut y aller. Donc, si les régions, les centres pour dire autrement, si les centres de diversification ont été maintenus, c'est-à-dire n'ont pas disparu, n'ont pas été déforestés, etc., a priori, la diversité sauvage peut toujours exister. Donc, dans l'espace, dans les champs cultivés en Amérique du Nord ou en Europe, on a perdu beaucoup de diversité, mais on sait que quelque part, il y a des réservoirs de diversité. Et dans le temps, eh ben, euh, en fait, non, on peut dire que dans le temps, il n'y a pas eu tellement de perte de diversité, puisqu'on a toujours les variétés, les espèces, les plantes sauvages qui existent quelque part. D'accord. Ça Bon, rejoint, je ne sais pas si disons, ça répond très bien à la question, mais je sais pas, ouais, enfin, ça rejoint peut-être non pas dis-moi. une question, mais une sorte de plaidoyer qui était fait. C'était pas, c'était dans le chat, hein, sur la conservation des espèces, sur l'idée qu'il fallait quand même conserver les espèces spontanées, enfin les espèces. Ah ben absolument, oui, ça c'est absolument crucial. Bien sûr. Garder, en fait, la diversité génétique, c'est le trésor de l'agriculture. Donc, c'est là qu'on ira puiser les gènes de résistance aux maladies, de résistance au réchauffement climatique, enfin, tout ce qu'on peut imaginer maintenant et dans le futur. Donc, c'est absolument essentiel de trouver des moyens de maintenir les zones de diversité génétique. Mais c'est pas facile, hein. Parce que si vous regardez le croissant fertile, par exemple, en Syrie, il y avait un institut, ça s'appelait l'ICARDA, c'était un institut de botanique, des gens qui s'intéressaient à la diversité génétique des céréales, et en particulier du blé. Donc ils récoltaient, parce que c'est le centre de diversification. Donc c'est là qu'il y a toutes les céréales sauvages. Mais comme en Syrie, c'est la guerre depuis 15 ans, cet institut, il est parti. Ils sont plus là, les chercheurs. Donc là, toute cette connaissance... j'espère qu'elle a été transférée quelque part, mais euh, Bien en sûr. fait, les zones de diversification des plantes, elles sont pas, on ne maîtrise pas très bien ce qui peut s'y passer. Donc, c'est très important de maintenir ces zones. Et il y a une autre façon de faire qui est certainement moins efficace, mais c'est un pis-aller, c'est de faire des collections. Les meilleures collections possibles d'espèces sauvages. Bon, Christophe, je Mais, pense qu'on peut passer à quelques questions un petit peu plus politiques. Là, je lis par bien sûr. exemple, les enjeux financiers gigantesques ne risquent-ils pas de mettre en danger l'impartialité de la science? La majorité de la recherche scientifique sur ce sujet est financée par l'industrie. Ça, Alors, c'est pas vrai du tout, si vous voulez. La majorité de la recherche sur ce sujet, sur la génomique des plantes et même l'amélioration génétique des plantes, se fait dans le monde de l'université et des entreprises, des laboratoires publics. Hein. En France, c'est l'INRA, c'est le CNRS, c'est les universités. Le CIRAD aussi, l'IRD, bien sûr. Alors évidemment, ponctuellement, les chercheurs peuvent avoir des contrats avec des entreprises privées, mais ça ne les empêche pas de travailler aussi de façon indépendante. Et alors, si je peux me permettre, il ne faut pas rêver sur les monceaux d'argent qu'on peut trouver, enfin mes collègues confirmeront, auprès des entreprises privées pour faire de la recherche. Hein. Et alors, mais bien sûr, il y a aussi du travail dans le monde des semenciers privés, hein, bien sûr, ils travaillent beaucoup sur toutes ces technologies. Hein. alors, merci. Mais alors, juste un point, il y a quelque chose qu'il faut bien réaliser quand on parle d'agriculture, c'est que 90% des paysans achètent leurs semences. Donc Oui, on est dans oui. un monde, et c'est pas récent, hein, où quand on parle de commerce des semences, c'est quelque chose qui est extrême. C'est pas marginal, c'est quelque chose. En France, il y a 80 entreprises qui font de la sélection variétale, et c'est pas du tout des grosses entreprises. Il y en a peut-être une, c'est une grosse entreprise, relativement grosse entreprise, c'est Limagrain. Si vous regardez le chiffre d'affaires de Limagrain, ça doit être
un centième du chiffre d'affaires de Carrefour ou de Renault, hein. Quand on parle de multinationales semencières, c'est un peu rigolo quand on compare avec ce que c'est que les vraies multinationales. Bon, mais il y a une grande entreprise, c'est Limagrin, mais à côté, il y a le reste, c'est des PME. C'est des petites entreprises qui font de la sélection variétale. Alors, ça, c'est une question qui n'est pas posée, mais j'ai souvent entendu. Mhm. C'est l'espèce de thème. J'entends parfois, notamment peut-être les agrobiologistes, hein, parler des semences paysannes. Euh, Oui. et je crois j'ai cru comprendre, hein, j'y connais rien du tout dans ce domaine, mais que certaines semences, que les semences paysannes sont susceptibles d'être réemployées, c'est-à-dire que, voilà, tandis que les semences, Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ça dépend des plantes. Euh, Par exemple, en fait, ça dépend des plantes et ça dépend de leur mode de reproduction. Par exemple, pour le blé est autogame, c'est-à-dire que la plante s'auto-féconde. C'est-à-dire qu'un agriculteur, eh bien, il peut très bien garder une partie de ses semences, des graines de sa production de l'année, pour les replanter l'année d'après. Et d'ailleurs, je crois même que c'est inscrit dans la loi, ça s'appelle le privilège de l'agriculteur, qui a le droit de replanter les graines de sa récolte d'une année sur l'autre. Mais pour d'autres plantes, suivant le mode de reproduction, par exemple le maïs, c'est allogame. Et en plus, alors là, ça devient un petit peu compliqué, il est essentiellement cultivé sous forme d'hybride. Donc les hybrides, c'est des plantes qui sont extrêmement performantes, mais en gros, pratiquement, on ne peut pas ressemer. Parce que au moment, si on récolte les graines sur les plantes que l'on a semées, que l'on a cultivées, en fait, il y a des recombinaisons génétiques qui font qu'on va avoir dans la descendance des plantes qui peuvent avoir tous les phénotypes possibles. Donc, et ça n'intéresse pas les agriculteurs puisqu'ils veulent de l'homogénéité en général. Donc, pour le maïs, par exemple, ben, tous les agriculteurs achètent des graines. Concernant les semences paysannes, c'est une autre histoire, c'est-à-dire que en fait, les agriculteurs ont parfaitement le droit dans leur champ de repérer des variétés intéressantes, de les propager, de les cultiver, etc. Le problème, c'est que ces semences paysannes, en général, enfin, ne vont pas satisfaire à ce qu'on appelle les critères d'inscription au catalogue, qui sont des critères essentiellement d'homogénéité et de stabilité. C'est-à-dire que pour vendre des semences, si vous voulez être semencier, il faut que vous soyez capable de démontrer que vous allez vendre un lot de semences et que si je vous rachète un lot de ces mêmes semences dans 2 ans, j'aurai toujours la même plante. Mais ça, c'est très compliqué parce que le vivant, il n'a aucune envie de. Le vivant, il crée de la diversité sans arrêt. Donc, propager des semences des semences à l'identique, eh ben c'est compliqué, c'est un vrai travail que font les généticiens des plantes. Il faut travailler sur le mode de reproduction de la plante ou faire des plantes hybrides. Il y a une autre façon, c'est de faire des clones, hein. Les pommes de terre, c'est des clones, hein. On replante des pommes de terre, on plante jamais de graines de pommes de terre. On plante des pommes de terre. Donc c'est un clone, en quelque sorte. Alors, donc, les semences paysannes, pour revenir à ces semences-là, donc, en général, elles ne peuvent pas être inscrites au catalogue, donc être librement commercialisées parce qu'elles ne sont pas homogènes et stables. Mais il y a eu, donc beaucoup de gens pensaient que c'était pas bien parce qu'il fallait que les agriculteurs puissent en fait échanger leurs semences, ce qu'ils observaient dans leurs champs, etc. Et donc il y a eu un changement de la réglementation européenne qui fait que je crois que maintenant, c'est peut-être pas déjà en place ou ça va être en place. En fait, il y a une exception pour les semences paysannes qui fait qu'elles peuvent être librement échangées, mais je pense qu'elles ne peuvent pas faire l'objet de commercialisation. d'accord. Euh, voilà. Mais elles peuvent être échangées. Voilà, Et je c'est des pense. ressources intéressantes pour l'amélioration des Je plantes. pense que c'est l'échange là, que nous venons d'avoir répond à deux ou trois questions ou affirmations qu'il y avait dans le débat. Alors j'ai la question, est-ce que le combat pour la science n'est pas perdu d'avance? En Suisse, le principal distributeur Migros désirait considérer l'acceptation de certains OGM. Résultat, pétition de 60 000 personnes contre tout OGM avec des arguments franchement mensongers. Voilà ce que j'ai. Bon, après, là, j'ai beaucoup de questions sur ce registre, hein, ou Oui, mais de- alors là, d'affirmations. c'est difficile de répondre.
Euh, Ah oui, parce que moi, pour que l'acceptation... bon, là, on parle plus d'OGM, on parle de NGT, hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment dit dans la proposition de loi, ça fait partie du texte, que les NGT1, par exemple, sont essentiellement identiques à ce que pourrait produire la variation spontanée, hein, la mutagénèse spontanée, voilà. Donc, peut-être que ça pourrait contribuer à une meilleure acceptation. Après, la meilleure façon de faire accepter ce type de semences, c'est leur performance. C'est-à-dire, mais ça, c'est un débat qui est très difficile à faire passer. Par exemple, aux États-Unis, on cultive du maïs, enfin des plantes génétiquement modifiées résistantes aux insectes depuis très longtemps, depuis 25 ans. Et on sait très bien que ça leur a permis de diminuer l'utilisation des insecticides. Ce qui est assez surprenant, c'est que chez nous, en Europe, on n'entend jamais en fait, ce genre d'argument. Il reste confiné au cercle des scientifiques. Nous, entre nous, on se dit, bah oui, c'est évident. Mais ça vient très rarement dans le débat public. Merci beaucoup pour cette présentation, pour cette discussion absolument enrichissante. Je crois qu'on y comprend un peu mieux l'incohérence de la politique, des politiques vis-à-vis des OGM. Merci à l'Association française des biotechnologies végétales qui nous a amené son soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone Afis Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt!